Salut à tous, c'est Pilou, je suis coordinateur de projet de terrain chez ETC et on se retrouve à nouveau confinés chacun chez soi. Et donc moi j'ai le plaisir de profiter de vous retrouver à Lyon où un rayon de soleil vient nous faire un petit coucou par la fenêtre. C'est toujours sympa quand on est enfermé à l'intérieur. Alors je vous propose que comme la dernière fois on réponde aux questions en même temps que la présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis une partie de l'équipe est connectée et pourra répondre aussi en même temps que moi. Voilà, on est parti, je pense, pour un petit peu plus de 30 minutes de présentation. Allez, c'est parti. Alors, la première chose et le premier sujet, c'est la couleur, ok, la LED, ok, mais qu'est-ce qu'on cherche? Ben oui, qu'est-ce qu'on cherche? Parce que ce qui nous intéresse quand même, ne jamais oublier, c'est qu'on a envie d'avoir une belle qualité de lumière. On a envie d'avoir des projecteurs qui sont silencieux. Et puis, surtout, on fait du spectacle, donc on a besoin d'une gradation parfaite et totale. Alors, ça c'est ce qu'on a déjà avec l'halogène. Et donc, qu'est-ce qu'on va gagner avec la LED? Avec la LED, on va pouvoir faire et du blanc et de la couleur. C'est quand même très très intéressant. Grâce à la couleur, on va pouvoir faire des transferts colorés. On va même pouvoir influer ce qui va se passer pendant le transfert. Ça pourra techniquement permettre une réduction des sources, même si c'est pas forcément la partie recherchée, mais c'est une partie importante aussi. On aura aussi possibilité d'avoir la simulation du rendu halogène, permettant de combiner le rendu de l'halogène gradué et le rendu de la LED. On va gagner en rendement, hein, puisqu'on peut gagner entre 5 et 10 fois entre halogène vers LED. On va réduire notre consommation électrique. On va avoir une durée de vie qui va être très très importante au niveau de la source LED. Donc on n'aura plus de changement de lampe. Et enfin, il faut savoir que grâce à la LED, on aura une dérive très faible de la couleur dans le temps, ainsi qu'une diminution du flux qui sera très lente. Alors la première chose qui est importante quand on veut parler de la LED, c'est sa durée de vie. Alors le calcul de la durée de vie pour la LED, il est un peu particulier. Alors il a été mis au point un test qui s'appelle le test LM84, je suis désolé du nom barbare. Alors le test LM84, il se passe sous cette forme. On va envoyer son projecteur dans un laboratoire qui va réaliser le test LM84. C'est le test pour les projecteurs. Il en existe d'autres comme le test LM79 ou LM80 qui sont dédiés aux sources, aux chipsets, c'est-à-dire aux composants LED. Et nous, on utilise celui des projecteurs. C'est l'objet projecteur qui sert à la mesure, contrairement aux autres qui servent pour les fabricants des LED. Et donc, le test LM84, il dure 14 mois, donc c'est très long. C'est-à-dire, vous fabriquez votre projecteur, vous l'envoyez dans un labo, et au bout de 14 mois, vous avez les résultats définitifs. Alors, le test se passe de la manière suivante. Le projecteur, il va être allumé, tout neuf, puis ensuite on va le faire tourner pendant 1000 heures, on va faire des mesures, 1000 heures, 1000 heures, 1000 heures, 1000 heures, et on va faire ça sur 6000 heures. Donc il y a 6000 heures de mesures réelles. Et ensuite, une fois qu'on a fait 6000 heures de mesures réelles, on va interpoler pour arriver à un résultat pour 36 000 heures. Avec ces 6 heures de mesure, 6000 heures de mesure plus l'interpolation sur 36 000 heures, ils vont créer un modèle mathématique et ils vont déterminer la valeur L70, la luminosité à 70, et donc ils vont déterminer au bout de combien de temps notre projecteur aura encore 70% de lumière. Et donc les tests ont été réalisés pour une partie des sources chez ETC, et on a en général le résultat de 54 000 heures. Alors 54 000 heures, ça veut dire 6 ans, 24 heures sur 24, ce qui est quand même énorme, et si vous l'allumez que 2 heures par jour, tous les jours, ça représentera 74 ans. C'est-à-dire que dans 74 ans, il y aura encore 70% de la lumière qui sera disponible. Alors les résultats diffèrent. Voilà. Quand on indique des valeurs très faibles à ce nombre, en général, on va se baser sur la valeur du test de l'objet LED, qu'on divisera en général par 2. Donc moi j'ai fait un petit calcul, et donc si on dit qu'il faut 54 000 heures, donc 6 ans pour arriver à 70%, l'extinction serait théoriquement dans 68 ans. Évidemment ce nombre est forcément faux, mais bon, on ne peut pas attendre 68 ans pour vérifier. Voilà. Alors ça c'est important aussi, c'est grâce à ce test et la qualité de tout ce qu'on va voir plus tard que du coup les projecteurs sont garantis intégralement pendant 5 ans, et ensuite la dalle de LED est-elle garantie pendant 10 ans. Alors on a dit source LED ça veut dire qu'il va falloir
pour espérer, on a besoin de graduer la lumière. Alors graduer l'halogène, bah, ça marche super bien, on est habitué à une belle gradation, il y a une belle linéarité dans la quantité de lumière. On a des niveaux faibles, des niveaux intermédiaires et des niveaux forts, avec une belle variation. La LED, on se rend compte très clairement qu'on n'a pas du tout de gradation. En fait, la LED ne se gradue pas ou très mal quand on fait varier sa tension, contrairement à un filament. Et donc du coup, on a deux problèmes. Un, elle se gradue très mal, et ensuite il y a un problème de linéarité. Alors pour graduer une lampe halogène, on a juste besoin d'un composant hein, qui s'appelle un triac. Alors, il y a évidemment d'autres composants qui sont seulement des filtres, mais le composant actif c'est le triac. Pour graduer de la LED, il y a tout un tas il y a un gros circuit et il y a tout un tas d'intelligence embarquée. Donc ça nécessite réellement d'intégrer tout un tas de composants, donc un contrôle particulier. Ça veut aussi dire que on ne branche pas cet appareil sur celui-ci pour obtenir une gradation qui fonctionne bien. Alors, on ne graduera pas la LED, on va généralement utiliser le système de hachage, c'est-à-dire qu'on va l'allumer et l'éteindre. Et donc, entre le temps allumé on et le temps éteint, off, et ben l'œil, on va aller suffisamment vite de manière à ce qu'on ne la voit pas clignoter. Et donc du coup, on va faire varier ce qu'on appelle la largeur de l'impulsion. Donc en anglais c'est PWM, en anglais c'est MLI, donc M c'est modulation, largeur d'impulsion. Donc en fait on va faire correspondre 10% du temps serait théoriquement égal à 10% de la lumière, 50% du temps allumé et 50% du temps éteint, 50% de la lumière, et évidemment 90% de temps allumé et 10% éteint correspondrait à 90% de la lumière. Alors c'est théorique et complètement faux, pourquoi? Parce que tout simplement c'est pas linéaire ni quand on fait varier la tension ni au niveau de la progressivité. Donc il y a une soupe très secrète de chacun des fabricants qui fait correspondre que généralement ça c'est beaucoup plus que 10% et ça c'est beaucoup plus que 50%. Voilà, alors du coup on va faire clignoter l'ONED, donc on va les hacher on-off sur une vitesse assez rapide. On va dépasser les 600 Hz puisque jusqu'à 600 Hz on va le percevoir à l'œil et on préconise je sais 1200 Hz pour le spectacle et ensuite pour la captation on préconise 15 000 Hz. Voilà, et ensuite on peut monter jusqu'à 25 000 Hz, 25 000 fois par seconde pour si on veut faire du slow motion, c'est-à-dire capturer les images en accéléré et après ralentir. Sinon on aura l'effet de flicker, c'est-à-dire que la lumière va clignoter. Alors, on a notre modulation de largeur d'impulsion, et donc du coup, bah, maintenant on a un problème de résolution. Alors, les projecteurs, on peut les piloter avec une adresse ou deux adresses. On a choisi le système une adresse. Alors, une adresse, ça veut dire quoi? Pourquoi on a choisi une adresse? Tout simplement parce que toutes les consoles savent le gérer. Et par contre, une adresse, on a une résolution de 256 pas, de 0 à 255. Et bah, si on fait correspondre un pas DMX reçu à un pourcentage du DMX de la lumière, on va automatiquement avoir des escaliers. Ça c'est flagrant, tout le monde l'a déjà vu. Souvent on dit oh les LED quand ça démarre, il y a des escaliers, ça fait des marches. Bah oui, parce que la résolution du DMX de base n'est pas suffisante. Alors on pourrait passer en 16 bits. L'inconvénient du 16 bits c'est que c'est pas géré par toutes les consoles. Et donc nous ce qu'on va préconiser c'est qu'on a nos projecteurs contient une interpolation, c'est-à-dire qu'on va interpoler entre chaque marche, on va créer des marches intermédiaires pour obtenir une gradation linéaire. Et donc du coup, c'est ça qui va créer une petite inertie artificielle. Quand on va graduer rapidement notre projecteur, on verra qu'il n'a pas une réactivité instantanée. Ben non, parce qu'il va créer les marches intermédiaires de manière à lisser parfaitement la lumière. Alors maintenant, ben, on a parlé de la gradation de la LED, on va maintenant s'intéresser à comment faire un mix de couleurs. Alors le gros avantage du mix de couleurs, ben, c'est qu'on va pouvoir tirer tous les avantages de la LED. Les avantages de la LED couleur, c'est qu'on a une super plage chromatique, on va augmenter les capacités. Ensuite, on pourra travailler sur les transferts colorés et on pourra aussi les contrôler. Ça fera l'objet d'un webinaire un peu plus loin sur le contrôle de travail de la couleur sur une console. Par contre, ça entraîne pas mal de difficultés que les fabricants ont tous, c'est-à-dire maîtriser le mélange de couleurs. Quand je mélange plusieurs LED, j'ai besoin que le résultat soit intéressant. Il faut que la LED reste avec de la lumière, un maximum de possibilités de couleurs et un bon rendu. Donc c'est assez compliqué. Donc il y a le mélange. Ensuite, il y a les pertes en température qu'il faut compenser.
Quand on passe en couleur, c'est encore plus compliqué. Ensuite, quand on fabrique plusieurs projecteurs, il faut qu'ils fassent tous la même lumière. Donc il est indispensable que les projecteurs soient calibrés, c'est-à-dire qu'ils soient tous étalonnés les uns avec les autres, quel que soit le temps de fabrication, parce que c'est pas à l'utilisateur de réajuster ses projecteurs. Vous savez que l'œil changeant en continu sa perception, on va automatiquement être biaisé par l'état dans la pièce, la lumière du jour et ainsi de suite. Et ensuite, si on fait un projecteur avec de la couleur, il faudra impérativement qu'il ait beaucoup de luminosité en blanc. Parce que s'il n'a pas de luminosité en blanc, ça va être très dur à utiliser, puisque la première chose qu'on fait, c'est qu'on l'allume en blanc. Okay. Le gros inconvénient de la source basée sur de la couleur, c'est qu'elle aura toujours un rendement plus faible que si la source était basée sur des LED blanches. Le rendement des LED de couleur va péniblement atteindre les 80 lumens pour 1 watt, alors que en blanc, on peut dépasser les 200 lumens par watt. N'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation, donc sinon on pourra aussi revenir à la fin. Alors, on a dit ok, mélange de couleurs. Bon, alors le mélange de couleurs que tout le monde connaît, c'est le RGB. Alors le RGB, qu'est-ce qu'il faut en dire? Le RGB, ça marche super bien pour un écran, parce qu'un écran, ça ne sert pas à faire de la lumière, hein, ça sert à donner une visualisation d'une image. Par contre, pour faire de la lumière, on a quand même un certain problème. En fait, si j'utilise du rouge, du vert et du bleu, mes 3 composantes qui sont là, bon déjà, j'ai une partie des couleurs qui ne sont pas disponibles. Donc c'est un triangle pas inintéressant, mais qui ne permet pas des possibilités énormes. Et la deuxième chose qui est très très importante à savoir, c'est que mon œil, sa sensibilité, c'est la courbe photopique, la courbe qui est en noir. Mon œil a besoin visuel, et perçoit toutes les couleurs, en commençant proche des UV jusqu'aux infrarouges. Et donc il a besoin de tout ce qui est contenu dans sa sensibilité pour bien percevoir la lumière. Et quand j'utilise du RGB, je vois que j'ai un énorme trou ici. Si j'ai un énorme trou ici, ça veut dire que les objets éclairés par ces sources, particulièrement en blanc, elles vont avoir un très très mauvais rendu. Donc le système RGB est super pour les écrans, mais n'est vraiment pas super pour faire de l'éclairage scénique. Alors du coup, on existe un autre système. D'autres gens ont dit ok, alors on va améliorer le système RGB. Oui, il y a un problème avec le RGB, c'est que c'est difficile de faire des couleurs pastel aussi. Donc certains fabricants ont dit ok, on va rajouter du blanc, RGB W. Donc rouge, vert, bleu et blanc, quel est l'intérêt du blanc? Le blanc, il va me permettre d'avoir une chose très commerciale, plus de lumière, mais que quand j'allumerai le blanc, avec un blanc en particulier. Et ensuite, il va me permettre par contre de faire des couleurs pastel. Par contre, il ne va pas du tout améliorer les possibilités en couleur, parce que le blanc n'est pas une couleur, il permet juste d'améliorer les couleurs pastel et d'optimiser le rendu dans le blanc de la LED. Et il y a d'autres fabricants qui se sont dit ok, alors on voit qu'il y a un trou par là, donc on va venir ajouter de l'ambre. Alors pourquoi ils ont rajouté l'ambre? Parce que déjà c'était la LED qui était disponible, hein. On ne fabrique pas, on n'est pas, chez les fabricants de LED, n'ont pas les moyens de développer eux-mêmes leurs projecteurs, leurs propres LED. On est obligé d'utiliser des LED qui viennent du marché. Je vous expliquerai après un peu d'où viennent toutes ces teintes. Et donc du coup, l'ambre, il venait rallonger un petit peu. On était dans un triangle, on se retrouve avec un quadrilatère. On gagne un petit peu du côté du l'ambre. Ça fait un super sodium basse pression, si vous cherchez à reproduire cet effet. Mais par contre, on va quand même pas avoir un rendu qui va être terrible, parce que je vous rappelle que la sensibilité de l'œil, elle se trouve au milieu du spectre, par ici, hein, qui est le jaune-vert, hein, c'est le fameux jaune-vert des gilets jaunes. Donc du coup, l'ambre ne vient pas compléter ce qui nous manquait. Ensuite, il y en a qui ont dit, oh, pas de problème, on va mélanger les 3 couleurs, plus le blanc, plus l'ambre, donc 4 couleurs plus blanc, le RGB AW, et le RGB AW combine les deux avantages, mais ne permettent pas d'arriver à un résultat vraiment satisfaisant en termes de qualité de lumière, en particulier dans le blanc. Alors c'est pour ça que chez ETC, ils ont imaginé, après pas mal de recherches, que pour arriver à un résultat satisfaisant, il ne fallait pas 4, 5, 6, mais il fallait au moins 7 couleurs pour avoir une qualité de lumière vraiment performante. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé le système à 7 teintes. Donc le système à 7 teintes, il va nous permettre, en plus des couleurs connues, on va venir ajouter la fameuse LED Lime. La LED Lime, c'est une LED qui a été spécialement conçue pour venir remplir le besoin qu'on avait dans notre œil, donc taper dans le pic de la courbe photopique, donc la sensibilité de l'œil.
Euh, et ensuite, il va y avoir aussi en plus des couleurs supplémentaires. On va avoir deux bleus, on va en mettre un très dense qui va nous permettre de venir allonger le spectre pour aller bien dans les bleus profonds, particulièrement pour les cyclos. Le bleu standard, parce que si on enlève ce bleu, il va manquer. Ensuite, on va mettre du cyan, parce qu'on a un besoin par ici. Et ensuite, on aura le vert, le fameux lime, l'ambre et le rouge. Ok, donc l'idée, c'est d'avoir une couverture maximum, donc de toutes les couleurs qui sont disponibles et qu'on a besoin de produire, plus d'avoir un mix que tout ensemble nous donne quelque chose qui nous donne un rendu à l'œil le plus intéressant. Alors, que veut dire pastel? Donc en fait, j'expliquais que les couleurs pastel, c'est-à-dire c'est les couleurs du centre. Quand je suis sur les côtés, j'ai des couleurs saturées. Couleur pastel, c'est toutes les teintes qui vont tourner autour du blanc. Elles sont très dures à faire sur une source pure RGB, puisque quand vous désaturez, vous avez toujours une prédominance, particulièrement sur le système 3 couleurs. Et donc voilà. Donc là, alors à savoir que TC a sorti une nouvelle source qui s'appelle le phosphore, qui vient rajouter ici une composante rouge supplémentaire qui viendra compenser le manque qu'il y a sur le rouge actuel ici. On y reviendra sans doute plus tard. Alors il existe une solution alternative. C'est le système 4 couleurs, donc c'est un compromis entre c'est un compromis du 7 couleurs. Alors, oui, parce qu'à chaque fois qu'on multiplie le nombre de couleurs, on augmente les capacités de calcul, c'est-à-dire qu'il faut calculer plus d'informations pour fabriquer de la lumière correctement. Donc le 4 couleurs, il va utiliser le RGB et il va rajouter du lime à la place du blanc. Pourquoi le lime? Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la couleur qu'on a besoin pour avoir une bonne perception de ce qui nous entoure, et des couleurs et du blanc. Et donc on va avoir deux versions de 4 couleurs. On a la version avec le bleu standard, il n'y a rien de standard, mais on va dire un bleu classique. Alors l'avantage de ce système, c'est qu'on a un spectre continu. Par contre, on ne va pas très loin dans les couleurs très saturées. Hein, c'est le bleu qui est là. Et ensuite, il existe aussi des versions Deep Blue. Et donc les versions Deep Blue, c'est avec un bleu plus profond. L'avantage de ce système, c'est qu'on a une belle plage chromatique. On peut vraiment aller jusqu'aux extrémités, du rouge vers le bleu profond. L'inconvénient, c'est qu'on a quand même un système où il va y avoir, on va créer un creux par ici, et puis on aura un petit creux aussi à différents endroits. Donc du coup, on aura un moins bon résultat en blanc avec la version Deep Blue. Ça, c'est optimisé pour avoir un maximum de possibilités en couleur. Ça, c'est optimisé pour avoir de la belle couleur et avoir un joli rendu en blanc. Alors, choix des couleurs, et il existe aussi un autre système, le système 5 couleurs aussi. Alors 5 couleurs, c'est pas le RGB AW, mais c'est le 4 couleurs avec le 4 couleurs. Donc rouge, vert, bleu, lime. Et pour pas avoir à se battre, est-ce que je voudrais avoir les couleurs maxi et un beau rendu dans les blancs. Donc on a rajouté les deux bleus. Donc ça c'est un projecteur qui existe qui s'appelle le Color Source Cyc. Donc il y a une cycliode qui contient les deux bleus. La cycliode avait besoin de produire des bleus profonds pour faire des cycléos bleus profonds. Et en même temps, pour un bon rendu en bleu, il y avait nécessité d'avoir le bleu plus standard. Voilà l'intérêt de cette source. Alors, petit rappel, si j'ai deux couleurs, les couleurs disponibles se trouvent exclusivement sur la droite, sur la ligne qui se trouve entre mes deux LED. Et ensuite, pour me positionner sur cette droite, j'ai deux possibilités. Je n'ai qu'une seule possibilité, pardon. Deux couleurs, une possibilité. Je dois doser la quantité de bleu et la quantité de rouge pour me positionner. Si je mets les deux à 100%, je vais être au milieu. Si j'enlève du bleu, je vais me rapprocher du rouge. Si j'enlève du rouge, je vais me rapprocher du bleu. Quand je passe en système 3 couleurs, je suis basé sur un triangle. On n'a toujours qu'une seule possibilité pour aller chercher une couleur dans cet espace. Hein, je suis sur ma droite bleu et rouge. Et ensuite, c'est avec le vert que je vais venir remonter dans mon triangle. Donc 3 couleurs, un seul moyen de fabriquer de la couleur. Si maintenant je bascule à partir de 4 couleurs, je rajoute une quatrième couleur. Si je rajoute une quatrième couleur, qu'est-ce qui va se passer? Alors si je rajoute une quatrième couleur, en fait, je vais commencer à avoir plusieurs solutions pour aller au même endroit. Pour produire cette couleur, je vais pouvoir utiliser soit ces couleurs-là, ou ces couleurs-là, ou ces couleurs-là. C'est-à-dire qu'à partir de 4 couleurs, il y a plusieurs possibilités
pour arriver au même résultat. Ok? Donc imaginez que si on passe à 5, 6, 7, voire 8 couleurs, c'est autant de possibilités de se positionner dans notre espace. D'accord? Donc à chaque fois que je rajoute une nouvelle couleur, je double les quantités de calcul. 3 couleurs, pas de calcul, il n'y a qu'une option. 4 couleurs, double calcul. 5 couleurs, x2, 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 et ainsi de suite. Alors, avec les LED, il y a plusieurs possibilités de teinte, bien évidemment. On va pouvoir se positionner et décider, on peut faire du blanc fixe, du blanc variable ou du blanc et de la couleur. Hein. Et à chaque type de demande, on va avoir des sources qui correspondent. Alors, on va s'intéresser au blanc, c'est une source de LED blanche. On va s'intéresser au blanc variable. Alors, le blanc variable HD, haute définition, proposé par ETC, qu'est-ce qu'il va apporter? Il va permettre d'avoir une variation de la température de couleur. Donc, on peut repartir d'un blanc chaud pour aller jusqu'à un blanc froid. Mais il va permettre aussi d'avoir un rendu parfait en blanc, d'avoir une calibration possible, parce que si les sources, je vous expliquerai après, sur les sources qui sont basées que avec du blanc chaud et du blanc froid, on ne peut pas aller très loin. Il permettra aussi de simuler la gêne et il permettra de reproduire une grande partie des gélates qui tournent autour du blanc. Donc l'intérêt du blanc variable HD, c'est d'avoir possibilité, en plus de faire varier la température de couleur, de pouvoir travailler sur la teinte. Donc vous aurez accès à toutes les teintes qui se trouvent autour du blanc et pas seulement du blanc chaud vers le blanc froid. Donc ça, c'est les 3 sources qui existent chez ETC qui permettent de produire du blanc variable HD. Donc on a la Studio HD. La Studio HD, elle va produire environ 5000 lumens. Donc ça veut dire à peu près la quantité de lumière qu'une source halogène de 1200 watts. Donc on va pouvoir produire toutes les teintes qui se trouvent dans le parallélépipède. Donc du coup, tout ce qui est anatogramme, c'est pas un parallélépipède, tout ce qui va se trouver à l'intérieur de mon tracé va pouvoir être reproductible par une Studio HD. Donc c'est toutes les sources, tout ce qui tourne autour du blanc. Ensuite, on a la Tungsten HD. Qu'est-ce que c'est Tungsten HD? La Tungsten HD, c'est une source qui est optimisée pour avoir un maximum de lumière en blanc chaud. Donc en blanc chaud, on va arriver à l'équivalent d'une quantité de lumière d'une 2 kg halogène. Et enfin, on a la Daylight HD qui est toujours basée sur des LED couleurs. Il n'y a aucune LED de ces 3 modèles pour faire du blanc variable HD qui contient des LED blanches. Elle va utiliser non pas la LED Lime qui a une couleur très saturée, mais la LED Mint. La LED Mint, c'est le même esprit, elle tape dans la sensibilité maximum de l'œil, mais par contre, elle est plus désaturée. Hein, ça s'approche un peu dans l'esprit d'un 219, dira-t-on. Et donc la Daylight HD, elle va nous permettre d'approcher la quantité de lumière qu'aurait une découpe 1200 HMI. Quand on sera en blanc froid, la Daylight HD permet de produire des blancs chauds avec moins de lumière. La Tungsten HD permet de produire des blancs froids mais avec moins de lumière. Donc elles sont chacune optimisées. Celle-ci n'a pas d'optimisation. C'est un mix des deux. On a un système de... Là on est sur un 5 couleurs, la Daylight HD est sur un 4 couleurs et la Tungsten HD c'est aussi un système 5 couleurs, avec un UV, un bleu, le menthe, un orangé et un rouge. Donc ça c'est pour se rendre compte un peu de ce qui se passe en fonction de la variation de la température de couleur. On va gagner de la lumière avec la Daylight HD, à l'instant où le projet c'est surtout d'avoir maximum de pêche en blanc froid. Et si je pars sur la Tungsten HD, ça va permettre de maximiser la lumière pour produire ce que produirait de l'halogène. Le blanc variable normal, qu'est-ce que c'est? Il est basé sur 2 LED, une blanc chaud et une blanc froid. Donc déjà, on a un spectre qui est quand même beaucoup moins intéressant. Évidemment, il n'est pas très bien renforcé au niveau de la fameuse composante de notre maximum de sensibilité de l'œil. Et ensuite, les seules couleurs disponibles, il n'y en a aucune. On va juste pouvoir jouer sur la température de couleur. D'accord? On a les blancs chauds et les blancs froids. Et donc, on est bloqué sur cette ligne. Donc il faut savoir aussi qu'on aura donc la luminosité maxi sur la température de couleur intermédiaire quand toutes les LED seront à fond. Donc voilà, et donc celles-ci elles sont calibrées, oui, c'est-à-dire qu'on garantit qu'elles vont produire la bonne température de couleur.
Ce qui n'est pas garanti, c'est le delta UV. Qu'est-ce que c'est le delta UV? Alors ceci est un diagramme XY. Le UV ressemble, mais il n'a pas exactement la même forme. Mais pour faire simple, ça c'est la courbe de Planck, qui est celle que produirait le corps noir s'il produit de la lumière, on l'utilise un peu comme référence. Si mon point sort au-dessus, j'aurai un delta UV qui sera positif. Donc si j'ai dans ma mesure delta UV positif, ça veut dire que ma source sera verdâtre. Et si je suis négatif, là en l'occurrence sur cette source, je serai plutôt négatif. Et donc ma source aura une tendance à être légèrement magenta. Alors maintenant qu'on a parlé de perception de la couleur et de la lumière et du blanc, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est la mesure de la qualité de la lumière. Alors mesurer la qualité de la lumière, alors tout le monde parle de l'IRC, l'indice de rendu des couleurs. Alors en anglais ça donne le CRI, donc l'IRC, alors l'IRC c'est un peu embêtant parce que ça a quand même été mis au point pour mesurer la qualité des fluos et donc ça donne des très très mauvais résultats avec la LED. Ensuite c'était plutôt un outil pour les fabricants, donc optimisé plutôt pour vendre de la source. Et l'IRC n'est pas synonyme de bons résultats en lumière. Je vais vous donner un petit exemple juste après. Voilà, et en général, avec les LED, on va trouver des IRC assez faibles, et c'est pas parce que l'IRC est faible qu'on aura forcément un très mauvais rendu en blanc. Et enfin, il faut savoir que l'IRC, il est basé sur 8 couleurs, qui sont les couleurs de 1 à 8, qui sont là, et les couleurs de 9 à 14, alors la 15e n'existe pas chez nous, c'est juste utilisé en Asie, mais ces couleurs-là sont indicatives, ce n'est que ces 8 valeurs qui vont déterminer l'IRC. Donc il faut considérer que le monde est représenté par ces 8 couleurs pour qu'on puisse considérer l'IRC comme étant un bon outil de mesure du rendu. Alors ça c'est l'exemple flagrant. À gauche vous avez un IRC de 82, donc la lumière blanche produit est mesurée comme IRC de 82, 82%. Hein, le top serait IRC de 100%. Et l'image de droite c'est un IRC de 71. Alors, on pourrait dire quand même 82%, c'est quand même mieux que 71. Mais si vous regardez bien votre image, vous vous rendez compte, c'est pas parce que l'IRC est plus élevé ici que le rendu, en tout cas ce qu'on en attend, sera plus intéressant. Si vous regardez le rouge ici, si vous regardez le ton des sushis, je suis désolé, mais là on n'a pas trop envie de manger. Alors qu'ici, c'est plutôt appétissant. Là, ça sent un peu clairement la source qui permet de vendre des légumes dans les supermarchés. Mais en tout cas, le résultat est que ce qu'on verra ici nous donnera envie, et ce qu'on verra là ne donnera pas envie. Donc l'IRC n'est pas représentatif de la qualité de la lumière. Alors il a été mis au point un outil qui s'appelle le TM30. Alors le TM30, il a été normalisé en 2018, donc il s'appelle TM3018. Alors qu'est-ce que c'est que le TM30? Le TM30, c'est un diagramme circulaire. Le cercle va traverser toutes les couleurs qui existent, et à travers toutes les couleurs qui existent, il va représenter, si ma source était le corps noir, et tous les objets de toutes les couleurs qui sont disponibles ici vont être perçus sur le cercle. Donc le cercle représente le rendu parfait. C'est-à-dire ma tomate, si je l'éclaire par le corps noir, elle va avoir le rendu exactement de cette tomate. Et donc du coup, dans les rouges, le point sera situé sur le cercle. Si maintenant, la tomate m'apparaît un peu terne, dans ce cas-là, ça veut dire que le tracé, il va aller à l'intérieur du cercle. Donc il va me permettre de signifier qu'effectivement, on verra bien que dans les rouges, il y a un problème, puisque la couleur a tendance à être pas très présente. Si au contraire, la tomate est plus rouge que rouge, un producteur de magasin, pour vendre de la viande ou des fruits et légumes, le cercle va sortir à l'extérieur, et donc là je verrai que la couleur sera plus flatteuse qu'en vrai. Ensuite, il y a un deuxième défaut que l'IRC ne montre pas aussi, c'est est-ce que ma tomate, le rouge va m'apparaître rouge ou je vais le voir plutôt orangé. Donc s'il est orangé, il y a un décalage de teinte, donc du coup le diagramme sera décalé dans un sens, et si j'ai un décalage vers le magenta, on aura un décalage dans l'autre sens. Donc c'est ça que va représenter le TM30. Le TM30 est une mesure à la base pour les couleurs, pour le rouge. Une couleur pour le blanc, bien évidemment. Donc notre source est toujours en lumière blanche, il n'existe aucun outil qui permet de déterminer si ma source est de couleur, quand je produis telle couleur, j'aurai tel rendu. Il n'y a aucun outil qui va être basé là-dessus.
Donc ma source de lumière blanche, elle est caractérisée dans le TM30 par 4 valeurs. La valeur de la température de couleur, le delta UV, le coefficient de saturation des couleurs et le coefficient de fidélité des couleurs. Et donc j'aurai mon petit diagramme. Si j'ai des flèches, ça va m'indiquer des décalages de couleurs. Si le cercle est à l'intérieur, tracé à l'intérieur du cercle, ça veut dire que j'ai une couleur plus fade. Si c'est à l'extérieur, c'est plus flatteur. Okay. Il existe 3 rapports différents. Le rapport basique, c'est juste le diagramme et les 4 nombres. Donc sachez que le coefficient de fidélité, il va de 0 à 100. Le coefficient de saturation, il va entre 60 et 140. Et ensuite, la température de couleur, c'est celle qui va être utilisée. J'utilise ma source, je mesure, donc je sais que ma source était une source à 3000 Kelvin. Et le delta UV, je vous l'ai expliqué, hein, plus le delta UV sera élevé, positif ou négatif, plus j'aurai un décalage ou vert ou rose. Alors, juste pour rappeler que le TM30 est basé sur les 99 couleurs qui sont là, ce qui veut dire que on pouvait tricher avec 8, mais avec 99, c'est quand même beaucoup plus dur. Donc, il est vraiment utile et indispensable de bien se référer au TM30, au coefficient de fidélité et au coefficient de saturation pour savoir si ma source est de bonne ou de moins bonne qualité. Alors, un petit exemple. Une source ultra bright et une source high fidelity. Alors la version high bright, on voit bien que ici j'ai presque 40 000 lumens, c'est un Solaframe 3000, 5000 watts LED. Je vois que j'ai une saturation en dessous de 100, c'est-à-dire que la couleur, alors c'est peu, hein, mais il y a un petit peu, il y a 7% en dessous, donc elle sera légèrement désaturante et on a un coefficient de fidélité de 70, hein, donc qui est une mesure, on va dire, c'est pas très très élevé. Et j'ai la version High Fidelity où je vais avoir un rendu des couleurs, un rendu fidélité couleur 90. On voit qu'on est très très proche des couleurs, il y a peu de décalage de teinte. Et la saturation à 100, donc j'aurai vraiment une bonne perception des couleurs. Et ensuite, la source haute qualité, elle est donnée pour un 5008 avec un petit delta UV, alors qu'on voit que l'autre était donné pour 7000. Bon, c'est les dalles de LED qui sont comme ça. Ici, 40 000 lumens, ici, on va dire 28 000 lumens. Donc en fait, on choisit quantité de lumière avec une qualité plus modérée ou super qualité de lumière et quantité de lumière plus faible. Alors, voilà, excusez-moi, j'ai sauté une diapo. Donc ça c'était les projecteurs à LED blanche. Les projecteurs à LED blanche, comment ça se passe? On peut rien faire, on mélange toutes les LED et c'est le mélange des LED qui va nous permettre de fabriquer une dalle qui va plus ou moins avoir à peu près tout le même goût, la même teinte. Maintenant, si les projecteurs ne sont pas basés sur des LED blanches et des LED de couleur, du coup on va avoir automatiquement un mélange de tout ça qui va produire un certain blanc. Et très clairement, si on ne fait rien, les projecteurs ne peuvent pas produire tous le même blanc. C'est pour ça que chez ETC, on a une machine à calibrer. La machine à calibrer, c'est celle que vous avez devant vous. Cette machine va mesurer le spectre de chaque couleur, de chaque composante de mon projecteur. Et une fois qu'on aura mesuré le spectre de chaque couleur, oulala, petit souci sur mon, voilà. Non. Une fois qu'on aura mesuré le spectre de chaque couleur, comment on va faire? On va ajuster, les différentes composantes pour faire que quand j'additionne toutes mes LED à fond, on va l'accorder un peu comme sur une guitare et on va lui faire que toutes les LED à fond, moins le petit ajustement, permettra, si le position par défaut c'est un blanc 3002, qu'on obtienne un blanc 3002 avec un très faible delta UV, c'est-à-dire ni de décalage vers les roses, ni de décalage vers, vers le vert. Alors, j'ai un petit souci sur mon PowerPoint. Excusez-moi. Quoi ce bins? Petit problème technique, c'est tout l'intérêt du live. Pourquoi? Ok, donc c'est bon, c'était une erreur d'ordre.
Ok, on est reparti, tout va bien. Donc ça c'est deux spectres qui sont, c'est moi qui me trompe l'écran, pas mal. Alors on va essayer de réparer tout ça. Ok, là ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà, c'est toujours mieux en grand. Voilà. Donc ça c'est deux spectres. Le spectre de 2 LED, ça c'est la même fabrication. On a une découpe qui va nous donner ici, si vous regardez bien, c'est censé être les mêmes LED. Sauf qu'en fait, si je regarde bien, je vais me rendre compte que je vais avoir dans la LED Deep Blue, ben, j'aurai plus de rendement sur celle-ci que celle-là, et plus de rendement aussi sur le bleu. Et je me rends compte aussi qu'il y a une présence ici du lime qui n'est pas présente ici. Ça veut dire que ces deux projecteurs bah, c'est le même modèle, sauf qu'en fait, ils n'ont pas été fabriqués exactement au même moment où, de toute façon, les LED sont différentes, puisque chaque LED est unique. Elles sont toutes proches mais uniques, et elles ont toutes des rendements différents. Donc la calibration va me permettre, et injecter dans chaque projecteur grâce à la machine, de faire que quand j'allumerai toute ma source, eh ben, je puisse obtenir le bon résultat, c'est-à-dire qu'elles produisent toutes le même blanc. Et une fois qu'elles partent toutes du même blanc, eh ben, elles vont produire automatiquement toutes la même couleur. Alors, autre chose qui est très très importante, les projecteurs LED, ils vont chauffer. Et quand ils chauffent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand ça chauffe, la lumière s'en va. Tout ce qui est chaleur, la lumière s'en va. Et donc, ça veut dire que quand mon projecteur, je l'allume à froid, bah, il a un super rendement. Et plus il va chauffer, plus il va chauffer, plus il va chauffer, la lumière va s'en aller et on va perdre jusqu'à 30%. C'est énorme. Si ma source est de la LED blanche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si ma source est de la LED blanche, en fait, je vais soit c'est compensé, c'est-à-dire qu'on va rattraper un petit peu la perte, soit ça ne l'est pas, mais si ça ne l'est pas, on ne va pas vraiment percevoir de changement, sinon on aura un petit peu moins de lumière. Imaginez maintenant que c'est de la couleur, vos LED sont de la couleur, vous produisez un blanc chaud, et donc du coup vous avez plutôt éteint les LED froides, les LED bleues. Et bien quand vous allez basculer vers une autre lumière, vous allez rallumer les bleus, vous aurez les LED rouges qui seront chaudes et les LED bleues qui seront froides. Et donc au moment où vous allez faire ce mélange, vous allez avoir de la perte, c'est-à-dire que vous allez avoir une LED rouge qui aura perdu jusqu'à 30% et une LED bleue qui à froid sera à 100%. Donc on aura un décalage, on aura automatiquement un décalage. C'est pour ça que la compensation est très très importante. Il y a un thermomètre dans chaque LED et pour chaque LED on a des algorithmes de compensation. Je surveille la température, si la température augmente, eh ben, je prends une petite marge et donc j'ai la petite marge qui me permet de compenser. Et à chaque variation, pour chaque couleur, le projecteur va suivre. Et donc, si vous imaginez 4 couleurs, vous avez 4 algorithmes de compensation, 5 couleurs, 6 couleurs, 7 couleurs, et ainsi de suite. Plus il y a de couleurs, plus il faut gérer le suivi de la perte en température. Alors, une question d'Anne, recalibrage possible par le constructeur au bout de quelques années. Alors, oui, c'est possible de recalibrer. Oui, et c'est-à-dire qu'il faut retourner dans cette machine. Alors, ça, donc aux États-Unis, c'est plus facile puisque la machine elle se trouve aux États-Unis. Enfin, les machines se trouvent aux États-Unis. Pour nous, le plus simple, si le recalibrage est indispensable, c'est de faire calibrer une dalle de LED et de la remplacer à l'intérieur. C'est beaucoup plus rapide. Ensuite, je vous rappelle que la perte, elle est de l'ordre de, si vous la faites allumer votre projecteur pendant 2 jours, vous verrez, vous allez avoir une perte de 30% sur plus de 60 ans. Donc en fait, sur l'usage que vous allez en avoir, vous allez avoir un dérive qui va être très très faible. Mais techniquement, oui, c'est tout à fait possible de recalibrer les dalles de LED. La procédure est totalement inaccessible à l'utilisateur. Dans le menu, il y a un bouton recalibrer. Si vous appuyez dessus, ça vous fait juste défiler. C'est la procédure pour faire défiler les composants de la dalle de LED. Mais ça ne risque en rien de recalibrer. Il y a un appareil spécial qu'on doit connecter aux dalles de LED, au projecteur, pour permettre de le réinjecter dedans. Donc oui, c'est possible. Alors pour la gestion de la puissance, les projecteurs contiennent généralement 3 modes. Le mode boost, les LED sont à 100%, donc c'est bien parce qu'on se dit tiens chouette, le projecteur paraît avoir plus de pêche. Oui, mais vous savez que vous allez perdre très rapidement jusqu'à 30%. Donc en fait votre projecteur va petit à petit baisser en intensité lumineuse. Ou bien vous avez un mode régulé. Le mode régulé, quand tout est froid, vous êtes à 70% et vous avez une marge de 100%. Et quand ça va chauffer,
vous allez pouvoir rattraper pour garder un flux constant et surtout une couleur constante. Donc le mode régulé est le mode préconisé. Si vous voulez avoir la même lumière pendant plusieurs minutes, préconisez vraiment le mode régulé. Si maintenant vous cherchez plutôt à faire des effets avec votre LED, l'intérêt du mode boost, si vous faites des effets, c'est pour travailler avec des flashs, pour faire du faisceau. Vous préférez avoir 100% quitte à perdre un petit peu de pêche, ou avoir les couleurs qui dérivent un petit peu, mais avoir votre effet un peu plus présent, plutôt que de mettre en avant la régulation et la qualité et la stabilité de la luminosité et de la couleur. Ensuite, il existe un mode protégé. Donc là, on prend une surmarge de sécurité à 50% à froid. Et donc du coup, on va pouvoir monter jusqu'à 80 et ça garde une marge de sécurité supplémentaire. Alors, pilotage des projecteurs. J'avais dit que ça durait 30 minutes, mais on a un petit peu débordé. Alors là, on bascule un peu plus sur le contrôle des projecteurs. Donc il existe plusieurs modes. C'est important parce que quand mon projecteur, je vais choisir son mode, ça va déterminer les paramètres que je vais avoir sur ma console. Alors, le mode studio. Le mode studio, comment ça fonctionne? On va générer plusieurs paramètres. On aura le paramètre intensité. Bon, ça, tout le monde voit. Ensuite, on aura un paramètre température de couleur. Donc, je pourrais déterminer la température de couleur de ma source. Et ensuite, j'aurai un paramètre qui sera le plus green et minus green. Donc, qui me permettra de rajouter du vert ou d'enlever du vert ou d'ajouter du magenta. Voilà, donc mode intéressant et spécialement orienté vers tout ce qui est captation, expo, prise de vue. Ensuite, on a le mode direct. Donc, le mode direct, il va permettre d'utiliser l'outil spectral. Vous aurez un contrôle de tous les paramètres bruts de toute votre machine. Par contre, il a un petit défaut de ce mode-là. Alors, le défaut du mode studio, c'est qu'on ne peut pas faire de couleur. Le défaut du mode direct, c'est qu'il faut être balèze en couleur. Pourquoi? Puisqu'il faut être capable de gérer les 7 teintes en simultané et penser en 7 couleurs. Et il faut vraiment être assez fort. Pourquoi? Parce que si on ne pense pas en cette couleur, moi je sais que personnellement je ne pense pas en cette couleur, ça veut dire qu'en général on va éteindre pas mal de choses et on va en allumer seulement certaines. On ne va pas optimiser son résultat si on pilote de façon brute. Maintenant, les consoles comme l'EOS ainsi que le Cobalt permettent de piloter les 7 couleurs, donc ce mode peut être intéressant dans ce cas-là. Mais sinon, par défaut, attention, vous devez penser en cette couleur si vous voulez pouvoir piloter les projecteurs en mode direct. Chose aussi qui est très très importante, le projecteur en mode direct n'utilise pas la calibration. La machine à calibrer, chaque calibration est injectée dans chaque source de façon unique. Quand vous passez en mode direct, vous désactivez cette calibration, donc vous pouvez voir avec plusieurs sources des petites différences de teintes entre les différentes sources, particulièrement en blanc. Alors, une autre question, Valentin qui dit si on veut faire des flashs avec de la lumière, peut-on changer le mode à distance? Non, il n'y a pas de fonctionnalité qui permette de changer les modes à distance. Alors, effectivement, je pense que tu fais allusion à la notion d'inertie artificielle, puisque les sources, elles sont en 8 bits interpolés, c'est-à-dire que les sources ETC interpolent sur 15 bits. Donc du coup, il y a une petite inertie. Alors quand on utilise le flash, normalement la source doit flasher. C'est si on utilise les faders, donc là on va envoyer plusieurs valeurs DMX, donc automatiquement la source va interpoler. Mais normalement, si on utilise le touche flash, ça doit flasher. Voilà, après si on veut absolument passer en mode très rapide, il faudrait nécessairement utiliser soit la courbe quick qui va désactiver le lissage de la source, mais attention, on aura des escaliers qui vont être sensibles, surtout au démarrage. L'autre solution, c'est sinon d'utiliser la fonction strobe qui est activable dans les sources, et là ça permet de flasher sans inertie. Mais voilà, courbe quick désactive le lissage. Thibaut qui me demande, salut Thibaut, est-ce que tu pourras revenir sur la gradation 15 bits? Oui, on finit les modes de pilotage et on revient sur la notion de 15 bits. Alors, un troisième mode, donc le mode que je recommande souvent à utiliser, je vais expliquer pourquoi. Alors déjà, le mode RGB, c'est le mode que toutes les consoles savent gérer. Vous avez n'importe quelle console, votre projecteur est en mode RGB. Bonne nouvelle pour vous, vous pourrez piloter votre projecteur. Il a 4 couleurs, les 4 couleurs seront gérées. J'enverrai 3 infos, la console envoie 3 informations. Mon projecteur interpole RGB pour piloter 4, 5, 6, 7 couleurs. Donc l'intelligence est dans le projecteur. Ensuite, mode RGB est plus facile à penser qu'avec le 7 couleurs. Ça ne va pas limiter énormément les couleurs. Alors, je vous explique quand même comment marche le mode RGB. Le mode RGB,
ne va pas piloter la LED vert, rouge et bleu, mais il va fonctionner sur un outil de calcul qui s'appelle le triangle Kodak. Le triangle Kodak, c'est celui que vous avez dessiné ici. Le diagramme CIE, l'aile de papillon, représente les couleurs disponibles, les couleurs existantes. Le triangle Kodak va couvrir la quasi-totalité du triangle, la quasi-totalité du diagramme CIE, sauf que il utilise une composante bleue qui n'existe pas, qui est virtuelle, qui est à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si elle avait été mise à l'intérieur du triangle, on perdrait énormément de possibilités en bleu. Le rouge est le rouge absolu qui n'existe pas vraiment en LED. Les rouges sont plutôt situés ici. Et le vert, on a moins de combat pour le vert, mais c'est pareil, ne vient pas chercher le vert existant. Avec ces trois composantes, on peut piloter. Et toutes les sources ETC ainsi que les consoles ETC utilisent le triangle Kodak pour piloter la couleur. Avantage du mode RGB, toutes les consoles peuvent le gérer. Autre avantage aussi, les projecteurs sont en mode calibré. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Au petit inconvénient, il y a quelques couleurs qui ne sont pas accessibles. C'est surtout le deep blue. Hein. Il n'y a pas de bagarre trop pour aller chercher dans les ultraciens ou les ultraverts. Pourquoi? Parce qu'on a une sensibilité qui est moins... Au niveau des verts, on est très sensible à la quantité. Mais par contre, on ne visualise pas forcément les différentes teintes. Voilà, donc l'avantage des verts. Et ensuite, il y a une petite difficulté de l'outil RGB. Donc ça, c'est plus un problème de console et pas un problème de projecteur. C'est que c'est assez difficile de désaturer. Ah, j'ai choisi un bleu, je veux désaturer. Bah, il faut que je dose mon vert et mon rouge. Donc là, l'outil est un peu moins simple, mais ça n'est pas lié au projecteur. Là, on parle plus de console. On digresse. Alors, une question de Nassim. Salut Nassim. Aucune possibilité via le RDM. Si, on peut changer les modes via le RDM, tout à fait. Par contre, si tu changes le mode via le RDM, il faudra que tu repatches ton projecteur. Alors la color source console, elle se rattacher automatiquement au patch en direct, mais bon, ça veut dire que si tu changes de type, il faudra que tu refasses tes palettes de couleurs. Enfin bon, c'est envisageable. Ouais, ça sent un peu la macro compliquée. Voilà, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il faut se sécuriser pour le spectacle. Mais voilà, mais oui, on peut changer le mode à distance via le RDM. Tout à fait. Je t'oublie pas Thibaut pour le 15 bits. Dernier mode, le mode HSI. Alors le mode HSI, qu'est-ce que c'est? H c'est Hue, c'est la teinte, S c'est saturation et I intensité. Alors c'est le mode qui est vraiment top puisqu'il est super précis. On va choisir l'intensité de son projecteur, ça on est habitué. Ensuite on va choisir la teinte, c'est en degrés, le 0 étant le rouge et on va se balader sur son cercle. Et ensuite la saturation, de 0 je suis en blanc jusqu'à 100%. Donc c'est très facile de désaturer une couleur grâce aux paramètres saturation. Et c'est très facile de changer de teinte. Je voudrais être un peu plus vert, je voudrais être un peu plus rose, grâce aux paramètres teinte. Donc voilà, donc ça c'est l'outil le plus précis et pointu. Alors le petit revers de la médaille du mode HSI, c'est que certaines consoles ne savent pas gérer le mode HSI correctement avec leurs outils intégrés. Voilà. Et ensuite, l'autre petite, mais alors ça on le verra quand on parle des hauts et de la couleur, c'est que quand on va d'une couleur à une autre en mode HSI, on a un fonctionnement qui se balade sur des arcs de cercle. Voilà, ma petite présentation est finie. Alors, je vous propose de revenir sur l'histoire du 15 bits. Alors, si je retrouve la diapo pour expliquer. Hop, hop, hop. Hop, j'y suis presque. Le 15 bits. Donc en fait, les projecteurs, il existe trois solutions. Il existe trois solutions. Pour piloter un projecteur. Soit le projecteur est en mode 8 bits, soit le projecteur est en mode 16 bits. Donc chez Etsy, on n'utilise pas ce mode, mais certains projecteurs l'ont. Soit le projecteur est en 8 bits avec interpolation. Si j'ai 8 bits brut, j'ai des escaliers, ça c'est garanti. Si je suis en 16 bits, c'est-à-dire que le projecteur reçoit des informations entre 0 et 65 535, donc la résolution double DMX serait suffisante pour avoir une belle gradation. Inconvénient du mode 16 bits, les consoles ont du mal à gérer le 16 bits. Pas mal de consoles plus ou moins très connues gèrent très mal le 16 bits et il n'y a pas de problème avec EOS. Mais voilà, c'est pour ça qu'il a été choisi de proposer par défaut la courbe linéaire et une bonne partie des autres courbes SOP, la courbe Quick,
font une interpolation en 15 bits. Pourquoi 15 bits et pas 16 bits? Tout simplement parce que c'est suffisant le 15 bits. Ce qui est important, c'est surtout le début. Hein. Les escaliers qu'on voit bien, c'est ceux qui se trouvent au début. Ceux de la fin, on les sent très très peu. Notre œil n'a pas la même sensibilité dans les hautes lumières et dans les basses lumières, sans parler qu'il n'a pas la même sensibilité en fonction des couleurs. Mais pour faire simple, on va surtout avoir besoin d'une forte résolution au début et à la fin, on va réduire. Donc du coup, les 15 bits suffisent, hein, ce qui fait 32 000 marches, ce qui est pas mal par rapport aux 255 du DMX. Clément demande, les paramètres adjust permettent d'aller au-delà du triangle Kodak. Alors, les paramètres adjust. Alors, attention avec les paramètres adjust. En fait, il est possible, on va repartir du diagramme. Hop, 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 on va prendre celui-ci. On peut utiliser celui-ci. Alors, donc, si on voit notre spectre, ok, on a dit que sur nos sources à cette teinte, on avait différents modes, et en sachant que le projecteur à l'intérieur, il possède ces 7 couleurs. Quand je choisis une couleur, je dis au projecteur selon le mode que j'ai choisi, ok, tu seras piloté par exemple en HSI, donc je choisis de cliquer par là, ok, ça fera du bleu. Et ensuite, j'ai les fameux paramètres adjust. Les paramètres adjust vont permettre de booster ou de diminuer en sortie. C'est comme si je pouvais réétalonner ou réaccorder. C'est un peu comme si vous avez votre guitare, et ben vous avez 7 cordes, parce qu'on a 7 couleurs, elle est accordée. Et ensuite, vous avez un floyd, donc vous pouvez tendre ou détendre. Et donc vous pouvez déformer l'accordage de votre guitare. Bon, vous voyez ce que ça fait avec une guitare. Vous pouvez imaginer ce que ça fait avec un projecteur. Et donc en clair, vous produirez, c'est un décalibrage manuel. Je vous déconseille très très fortement d'utiliser ce mode et de toucher aux paramètres adjust pour plein de raisons. La première, c'est que vous pouvez généralement que limiter les couleurs au lieu de les augmenter. Pourquoi? Parce que si vous mettez en blanc et que vous dites tiens j'ai besoin de réajuster, vous ne pouvez pas aller à plus que 100%. Hein, puis si vous êtes en régulé, le projecteur dose entre 70 et 100, mais on va dire qu'il est à 100. Donc vous pouvez théoriquement aller à plus que 100, mais vous ne pouvez que si la couleur a été enlevée. Donc ça va marcher qu'en réduction. Et si vous réduisez, votre réduction va marcher que dans certains cas. Donc les paramètres adjust sont plus une espèce d'outil qui ne devrait pas être utilisé ou pour déformer pour un usage bien particulier, plutôt qu'un véritable outil pour aller plus loin. Je mets vraiment au défi entre le mode HSI et le mode direct de vraiment percevoir le manque qu'il y aurait, qui se trouverait ici. Hein. Entre là et là, on est quand même sur une perception qui est très très faible. Je vous rappelle que notre œil est très peu sensible par là. Donc on atteint quand même des couleurs très très saturées. Mais techniquement, ce que tu dis, Clément, est juste. On peut aller plus loin que le triangle Kodak en mode direct, c'est tout à fait vrai. C'est aussi vrai avec le cyan. Dans la réalité, on n'a pas un manque véritable quand on est en mode HSI, on utilise le triangle Kodak. Quand on est en mode RGB, on utilise le triangle Kodak. Quand on est en mode studio, on utilise le triangle Kodak. Donc on ne peut pas sortir du triangle. Ceux qui connaissent EOS ont essayé de cliquer hors du triangle. Vous avez vu que vous restez toujours coincé à l'intérieur. D'autres questions? Bon, on a quand même fait presque 1 heure. Donc écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez continuer de poser vos questions sur notre Facebook. On va y répondre. Le reste de l'équipe y répond aussi. Jonathan me dit montre les projecteurs. Alors j'en ai bien un dans la figure qui est ma source LED. Non, on va pas basculer sur les projecteurs parce que je n'ai pas préparé le fait de vous montrer les sources. Voilà. Je vous remercie bien avoir voulu suivre ce live jusqu'à la fin. Ça a été assez long. On n'avait pas eu un résultat probant sur le sondage. Devions-nous faire 2 fois 30 ou 1 fois 1 heure? Du coup, vous avez perdu. Vous avez gagné 1 heure. N'hésitez pas à partager cette vidéo.
On attend sur les retours de votre part sur les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Voilà. Le prochain webinar, évidemment, j'ai oublié ce qu'on avait dit, c'est mardi prochain. Mardi prochain, c'est la suite de EOS QuickStart. On a prévu plein d'autres. Donc, il y aura, donc on va faire la suite de EOS, donc la suite de la prise en main de la version nomade. Et puis ensuite, on va se faire aussi un outil entre Congo Tracking, Congo vers EOS et la notion de tracking. Et on a aussi prévu pas mal d'autres choses comme ça, les outils couleurs, que ma présentation vient en partie de capture d'écran de EOS pour que vous compreniez comment piloter la couleur avec EOS. Tenez bon, le confinement va encore malheureusement durer quelques temps. Donc voilà, prenez votre temps, lisez des livres, suivez, profitez de toutes les formations qui existent en ligne, réfléchissez sur la couleur. Voilà, et puis admirez le soleil qui rentre par votre fenêtre si vous avez la chance, comme nous à Lyon, d'avoir un grand soleil. Je vous dis à bientôt.